lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Le Noël du petit Vincent Vincent, Gaston Leroux, 1924. Aux 5 vieux loups de mer qui venaient tous les soirs prendre l'apéritif à la terrasse d'un café de la Vieille d'Ars, à Toulon, en se racontant des histoires épouvantables, se joignait quelquefois un 6e personnage, qui paraissait encore plus vieux loup de mer que Zinzin, lequel avait fait 20 ans de cabotage dans les mers de Chine, que Dora, l'ex-capitaine au long cours Dora, que Bagatelle, qui avait épousé une siamoise, que Chanlieu, ce bougre de Chanlieu, qui avait jadis répandu les bienfaits de la civilisation parmi les indigènes de l'Afrique occidentale, entre le Niger et le Congo, que le capitaine Michel, qui avait gardé le goût de la chair humaine après l'histoire d'un séjour de plusieurs semaines sur un radeau de la Méduse, dont les naufragés étaient revenus, après s'être plus ou moins grignotés, manchots ou cul-de-jatte. Ce 6e personnage, Monsieur d'amour, Jean-Joseph Philibert, avait fait toute sa carrière dans les bureaux des messageries extrêmes orientales et parlait des escales du Pacifique, comme nous parlons, nous autres, de la Varenne-Saint-Hilaire ou de l'île Adam. À dire vrai, il n'avait jamais mis les pieds sur un bateau et n'avait quitté Paris que le jour de sa retraite. Mais il avait une figure si tannée, la peau si rude, le poil si rebelle, une pipe de terre si courte, si culottée, une démarche si typique défiant tous les roulis, que rien qu'à le voir, on disait « En voilà un qui a bourlingué ». Nos mathurins y avaient été pris et lui avaient fait bon accueil quand, un jour de presse, il leur avait demandé, en soulevant son béret basque à queue de rat, la permission de s'asseoir à leur table. Il y était revenu et il leur avait fallu quelques mois pour s'apercevoir que Jean-Joseph, ainsi appelait-il Monsieur d'amour, qui s'était d'abord présenté comme capitaine, n'avait jamais voyagé. L'animal donnait des détails tellement précis sur les plus lointaines contrées du globe, rectifiant les dires de chacun, connaissant sur le bout du doigt l'histoire des paquebots, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, plus ou moins dramatique, qu'ils en avaient eu longtemps le bec clos. Mais le jour où la vérité fut enfin découverte, ce fut un beau tapage. Inutile de dire qu'ils se payèrent sa tête avec fureur. C'était bien leur tour. Ce qu'ils ne comprenaient point, par exemple, c'est qu'après plus de 30 ans de paperasse, il ait pu montrer une figure pareille. « Il doit se la faire tous les matins », disait le capitaine Michel. « Oui », surenchérissait Zinzin, « il se bichonne au lion noir ». Pendant quelque temps, on ne le revit plus. Puis, il réapparut avec un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui naviguait vraiment, celui-ci. Il n'en paraissait du reste pas plus fier pour ça. Il était d'une pâleur de fille et il ne cachait pas qu'à chacun de ses voyages, il avait le mal de mer. « C'est mon fils adoptif, le jeune Vincent Vincent, un vrai marin », déclarait Jean-Joseph avec orgueil. Chaque fois que Vincent Vincent revenait à Toulon, Jean-Joseph en était si fier qu'il n'était pas rare de le voir arriver à la Vieille d'Ars, roulant plus que jamais, du vent dans les voiles, quoi. Ce jour-là, il apparut soûl comme 36 gabiers. « Qu'est bordé !» fit ce bougre de Chanlieu. « D'où viens-tu donc, Jean-Joseph ?»« Je reviens de Marseille, embarquer le petit, » répondit Jean-Joseph d'une voix fort attendrie. Et il se prit à chialer.
Puisque ça te fait tant de peine et que ça lui cause si peu de joie, émit le capitaine Michel, il y a d'autres métiers. Non, répliqua l'autre péremptoirement, en avalant sa verte. Personne ne le contredit, car ils étaient tous du même avis. Et puis, ajouta Jean-Joseph, je ne veux pas qu'on se paie un jour sa gueule comme on s'est offert celle de son père adoptif. Pauvre petit. Là-dessus, il se remit à pleurer, comme seuls savent pleurer les hommes soûls, qui ont un chagrin immense. « Allons, dis-nous la vérité », exprima Bagatelle, qui avait l'imagination galante. « Ce petit-là, c'est toi qui l'as fait. »« Non », fit l'autre rudement dans ses larmes. « C'est pas moi le père. Le père, il a été assassiné. »« Pauvre petit », fit entendre à son tour Zinzin, pour dire quelque chose. « Oui, pauvre petit, parce que je vais vous dire, sa mère. »« Quoi, sa mère ?»« Eh bien, sa mère, elle a été assassinée aussi. »« Nom de... » jura Bagatelle. « Ça, dit Zinzin, c'est une histoire épouvantable. Plus épouvantable que celle que je vous ai entendue raconter, émit Jean-Joseph dans un hoquet. « C'est à voir, » fit le capitaine de rat. « Car il n'y a pas à dire, nous sommes un peu là pour les histoires épouvantables. » Elle n'est pas plus épouvantable que celle qui est arrivée au capitaine Michel, déclara Zinzin. « Je vous dis que si. Seulement, faut le dire à personne. C'est un secret, » souffla l'autre dans un second hoquet. « Cesse de pleurer, commanda Michel, et raconte-nous ça. Ça te soulagera. » Chanlieu dit, assez méprisant, « Sans compter que ça arrive tous les jours, un père et une mère assassinés. Moi, je ne vois rien d'épouvantable là-dedans. Qui étaient les assassins ?» Jean-Joseph s'essuya les yeux avec son mouchoir à carreaux et dit « Il n'y avait pas d'assassins. »« Comment ? Ils ont été assassinés et il n'y avait pas d'assassins ?»« C'est bien ce qu'il y a d'épouvantable, » soupira Jean-Joseph. « On a retrouvé les malheureux étripés avec un couteau de cuisine, une vraie boucherie, quoi. Les entrailles du vieux traînaient sur le tapis. Et la vieille avait gardé le couteau en plein cœur. »« Alors quoi ? Ils s'étaient disputés. »« Disputés, releva Jean-Joseph, l'œil mauvais. Les pauvres vieux. On voit bien que tu ne les as pas connus. C'étaient des gens qui ne se sont jamais disputés de leur vie. Et ils n'ont pas commencé ce jour-là. Ça, je peux le dire. Je suis même le seul à pouvoir vous l'affirmer. Foi de Jean-Joseph. Non, on les a assassinés à la suite d'un cambriolage. Alors, pourquoi que tu nous dis qu'il n'y avait pas d'assassins ? C'est les cambrioleurs qui les ont assassinés. N'y avait pas de cambrioleurs, coupa net Jean-Joseph. Dit Chanlieu. S'fout de nous, gronda Dora. Laissez-le raconter son histoire, commanda Michel. Je n'ai plus rien à dire, déclara Jean-Joseph. Cette fois, tous les autres 5 éclatèrent de rire. Ce que voyant, Jean-Joseph fut pris d'une vraie colère. Maintenant, il voulait raconter son histoire. Et comme les autres continuaient à rigoler, il fit sauter les soucoupes d'un coup de poing sur la table et dit « Je vous jure que tout à l'heure, vous ne rigolerez plus. »« Eh bien va, on t'écoute. » En ce temps-là, commença Jean-Joseph, mon port d'attache était rue Germain-Pilon. Paris-Port-de-Mer, goguenarda Chanlieu. Nom de... Je ne dirai rien tant que ce cochon-là sera là. Je vais faire un tour, fit Chanlieu en se levant. Les histoires épouvantables de la rue Germain-Pilon, très peu pour moi. J'aime mieux aller au cinéma. Quand il fut parti, Jean-Joseph reprit. «
Je ne sais pas si vous connaissez la rue Germain-Pilon. C'est une petite rue qui grimpe du boulevard extérieur à la butte Montmartre. C'est là que j'ai connu les Vincent. Ils étaient, comme on dit, à leur aise. Et des amis s'étaient souvent étonnés de les voir rester dans un quartier qui passait pour dangereux. Mais ils répondaient à cela que depuis 15 ans, il ne leur était rien arrivé, qu'ils sortaient rarement le soir et qu'ils préféraient habiter une maisonnette avec cour et jardin qu'un appartement dans un immeuble où plusieurs familles se heurtent quotidiennement sur le même palier. J'étais leur voisin et, bien qu'ils fussent peu liants, nous nous étions pris d'amitié à cause du petit, que je gâtais chaque fois que l'occasion s'en présentait. J'ai toujours adoré les enfants. Un soir de Noël, « Oh, c'est une histoire de Noël !» grogna Zinzin. « Je repasserai. » Et il alla rejoindre Chanlieu. « Y a-t-il une histoire de femme dans ton histoire de Noël ?» demanda Bagatelle. « Oui. »« Eh bien, va. » Un soir de Noël, j'étais absent à ce moment-là de Paris, sans quoi tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Madame Vincent descendit à pas feutrés l'escalier qui conduisait à la salle à manger où son mari l'attendait, les pieds sur les chenets. « Le petit dort-il » demanda monsieur Vincent. « Comme un ange » répondit la brave femme. Ils adoraient cet enfant de leur âge mûr. Sa venue tardive, en même temps qu'elle les avait remplis de satisfaction, les avait comblés d'une joie presque surhumaine. Madame Vincent avait 45 ans quand ce bonheur leur était arrivé, et monsieur Vincent, 55. On voit de ces miracles. C'était un ménage modèle. Ils avaient vécu jusqu'alors l'un pour l'autre. Ils ne vécurent plus que pour le petit. Ils lui donnèrent le prénom de Vincent. Et comme son nom de famille était également Vincent, cela faisait que les voisins, voyant passer l'enfant dans les bras de sa mère, disaient « Tiens, voilà le petit Vincent qui va faire son tour de boulevard. »« Moi aussi !» déclara Dora. Et il se leva. « Attends au moins l'histoire de la femme !» lui dit Bagatelle. « Je m'en fous. Jean-Joseph n'est pas drôle. Il n'est même plus soûl. »« Jean-Joseph, fit Bagatelle, jure-moi que l'histoire de la femme vaut le coup. »« Je dirais, répliqua Jean-Joseph, qu'il est impossible d'imaginer quelque chose de plus atroce. »« Et c'est une histoire d'amour ? » ?»« Tu parles d'amour jusqu'à la mort. Mais si t'es sensible, vaut mieux que tu t'en ailles, car une mort pareille, on n'en voit pas souvent dans les histoires d'amour. »« Je reste, décida Bagatelle. Mais Dora était déjà allée rejoindre les deux autres. Devenu impassible, oubliant de rallumer son brûle-gueule, Jean-Joseph continua, dans des termes où revivait l'employé modèle d'autrefois. Il serait tout à fait oiseux d'entrer dans les détails d'une première éducation qui ne tendait à rien moins qu'à faire du petit Vincent l'enfant le plus insupportable de la terre. Rien n'était trop bon, rien n'était trop beau pour le petit Vincent. Les deux époux avaient été des premiers employés de la fameuse maison de nouveautés « Ici, on habille très bien ». Et quand le petit vint au monde, il gagnait bon an, mal an, avec les gueldes, une 20aine de 1000 francs, ce qui leur avait permis, grâce à leur goût médiocre, de sérieuses économies. Après l'événement, tout en n'hésitant pas à dépenser à tort et à travers pour le petit, ils devinrent avares pour eux-mêmes. Plus de petites fêtes, plus de théâtre, plus de parties le dimanche, plus de soirées où l'on invite les amis. Tout cela était autant de gagné pour l'enfant qui le retrouverait plus tard. En attendant
qu'on le lança dans le monde, Vincent s'était endormi ce soir-là, qui était, comme je vous l'ai dit, celui de Noël, après avoir déposé ses petits souliers dans un coin de l'âtre de la salle à manger. « Vincent, viens m'aider. Nous allons dresser l'arbre de Noël. Oui, c'est ça. Préparons-lui une belle fête, que tout soit prêt quand il se réveillera, le cher petit. » Bagatelle souffla. « Non, t'oublies rien. Mais comment que tu sais tout ça, puisque tu n'y étais pas ? » « C'est le père Vincent qui m'a tout raconté dans le détail, comprends-tu ?»« Non, fit Bagatelle, je ne comprends pas. Si c'est ce soir-là qu'il a été assassiné. »« C'est ce soir-là, » précisa la voix de plus en plus lugubre de Jean-Joseph. « Eh bien alors, il me l'a raconté après qu'on l'a eu assassiné. » Le chameau, il nous a jusqu'à la gauche. Mais j'attends l'histoire de la femme. Après, on verra. Nous y sommes, déclara Jean-Joseph. C'était leur habitude, depuis la naissance de Vincent, d'ériger après dîner, dans la salle à manger, l'arbre de Noël et de disposer tous les jouets qu'ils avaient achetés. Puis, ils sortaient faire un tour, allaient assister à la messe de minuit et revenaient chez eux, allumaient les bougies roses, montaient auprès du petit que la bonne avait veillé, le soulevaient doucement et ne le réveillaient que devant la splendeur illuminée de cette fête enfantine. Ainsi firent-ils, cette fois encore. Cette nuit, il y avait fête foraine sur le boulevard. La chaussée et les terre-pleins étaient envahis par les baraques de toile. La température était douce. Les trottoirs étaient encombrés d'une foule joyeuse et les consommateurs aux terrasses des cafés s'attardaient à regarder tout ce mouvement qu'accompagnait la musique endiablée des manèges et des carrousels. « C'est Vincent qui t'a raconté tout ça après qu'on l'a eu assassiné ?»« Oui, tout. Il devait avoir soif. Je lui ai donné à boire, » fit Jean-Joseph. « Et il a rendu le dernier soupir. » Sans avoir recommandé une tournée ? Non. Mais après m'avoir recommandé son petit. Mais la femme, nom de... La voilà. Imperturbable, maintenant, Jean-Joseph reprit le fil de son histoire. Monsieur et Madame Vincent poussèrent jusqu'à la place Blanche et descendirent rapidement du côté de l'église de la Trinité, où ils avaient dessein d'entendre la messe de minuit. Ce fut au tour du capitaine Michel de se lever. « Où vas-tu » lui demanda Bagatelle. « Mes convictions religieuses, » exprima doucement le capitaine Michel, « m'empêchent d'aller à la Trinité entendre la messe de minuit. Tu m'excuseras, Jean-Joseph, je suis de l'église réformée. »« Vieux parpaillot !» clama Bagatelle. « Attends au moins son histoire de femme !»« Un vieux parpaillot, » prononça solennellement le capitaine, « ne se plaît pas aux histoires de femmes, ni même de bonnes femmes, » ajouta-t-il en saluant la compagnie. Jean-Joseph restait seul, en face de Bagatelle. Il continua. Il serait resté en face de ses soucoupes, qu'il ne se fût point arrêté. Son histoire le tenait. C'était la première fois qu'il la racontait, et ce serait sans doute la dernière. Il voulait se prouver à lui-même que lui aussi savait raconter des histoires épouvantables. À suivre. À suivre.